Bonjour, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Power BI, en fait pas trop de Power BI, mais surtout de Microsoft Fabric, qui est un peu la nouvelle offre unifiée de Microsoft pour simplifier l'accès aux fonctions d'analytics autour des briques qui étaient déjà préexistantes sur leur plateforme. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Colin Véric, je suis consultant chez Axi depuis 4 ans, un truc comme ça. Et donc, je suis intervenu sur différents types de solutions, initialement plutôt Qlik, et aujourd'hui, je suis plutôt autour des solutions Power BI, un peu de Snowflake, des choses comme ça. Donc, rapidement, je vais vous introduire le contexte dans lequel Fabric émerge. On va zoomer un peu plus sur qu'est-ce que cherche à faire Microsoft avec l'offre Fabric. Ça va être assez rapide et puis on va assez vite passer sur une démo. On va essayer tout simplement de faire un petit cas d'usage en un quart d'heure. Donc je ne vais pas vous faire de folie, mais l'idée c'est plus de vous donner à voir, à concevoir qu'est-ce que ça apporte Fabric par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui des outils Power BI. Et si je vais assez vite, on pourra avoir un petit peu d'échange sur le sujet. Alors, rapidement, le contexte, vous le connaissez, hein, un développement des problématiques de data un petit peu partout ces dernières années. On est quand même, la plupart des entreprises commencent à être assez mûres sur l'ouverture du périmètre de data. Donc là où on avait des périmètres assez circonscrits avec des outils on-premise, etc. Aujourd'hui, les bases de données se diversifient, les technos, les API, les sources de données partenaires, l'IoT qui vient challenger d'une nouvelle façon toute la façon dont on travaille. On va commencer à parler de streaming, de gestion d'événements, etc. Et donc petit à petit, l'environnement se complexifie et va au-delà de recharger une base de données tous les jours et puis construire quelques KPI. Donc on a aussi toutes les données externes, open data, etc. Donc la problématique, qui en fait devient de plus en plus problématique d'année en année, c'est d'identifier les bonnes sources de données, d'arriver à les ordonnancer, d'avoir le bon timing par rapport à ces sources de données, réussir à les structurer, les exploiter efficacement. Donc concrètement, on est tous à peu près au même point, c'est que on dépense finalement beaucoup plus d'énergie qu'on aurait cru au départ à acquérir la donnée, la structurer, l'ordonnancer, etc., au détriment parfois de l'analyse. Au début d'un projet, on s'était dit finalement c'est ça qu'on veut analyser. On passe 80% du temps à régler des problèmes techniques, à ordonnancer, à nettoyer la donnée, etc. Et finalement, l'analyse, c'est la dernière étape qui peut du coup être sur ce qui reste de budget à la fin, et donc être un peu décevante. Donc voilà, le contexte, multiplicité des outils, fragmentation des systèmes. On va avoir une, deux, trois solutions qui permettent de faire de l'ETL, de l'ULT, des ordonnanceurs, des API managers, etc. Et donc, on peut vite acquérir une dette technique et une stack qui va prendre de la place, qui va prendre du temps, qui va prendre de l'argent. La réponse de Microsoft à ça, en tout cas ce qu'ils essayent de pousser, c'est Microsoft Fabric. Ces dernières années, Microsoft, ils ont développé une offre dans le cloud qui permet de faire de l'ingestion, de l'ordonnancement, du reporting avec Power BI, de la data science, etc. On avait une offre qui était quand même assez composite entre les interfaces d'Azure et du Power BI Desktop et les data flows, etc. Ça pouvait être difficile de s'y retrouver. Fabric, finalement, c'est une tentative de répondre à ça en unifiant toute l'offre et en simplifiant l'accès à toutes ces différentes fonctionnalités. Et juste pour boucler un peu sur la toile de fond de la journée, ce que ça va permettre aussi, c'est de se préparer à l'intelligence artificielle. Actuellement, on est tous en train de passer un peu d'une BI descriptive qui nous dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans mon organisation, sur mon activité sur le passé, à
d'une part les promesses du machine learning, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux essayer d'anticiper ce qui va se passer? Et si on va plus loin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse une fois que j'ai une prédiction et que je ne suis pas content avec cette prédiction, comment j'agis? Et c'est le levier, c'est le terme décisionnel. C'est ça le but depuis le début. Donc les impacts de l'IA, ils vont être quand même assez variés. Donc effectivement, on va avoir l'anticipation des tendances, etc. On peut aussi avoir la détection d'anomalies, la maintenance prédictive, des choses comme ça, qui étaient quand même très compliquées et qui se démocratisent beaucoup maintenant. Un gros impact d'automatisation. Et on l'a vu dans plusieurs présentations aujourd'hui, un changement des usages du rapport à la data, notamment avec l'utilisation de langage naturel, de chatbots, etc. Où effectivement on a des nouveaux réflexes qui vont se développer. Finalement, je n'ai pas forcément besoin de connaître quel dashboard il faut que j'aille interroger pour avoir tel indicateur. Si je ne sais pas, peut-être qu'il suffit que je demande et que mon IA va me répondre. Ça embarque d'autres problématiques, sémantique layer, etc. Mais je ne vais pas refaire les autres présentations. Voilà, donc comme je le disais, l'offre de Microsoft Fabric, finalement, ils n'ont pas inventé grand-chose de nouveau par rapport à leurs offres précédentes. On va retrouver des briques qui existaient déjà. Ce qui change vraiment, c'est ce packaging. On a une offre Fabric dans une interface unifiée, avec une brique fondamentale, OneLake, qui va permettre d'être le socle de toutes les autres briques, qui va embarquer le stockage, le compute, etc. Donc c'est vraiment une couche technique. Finalement, quand on fait du Fabric, on s'en préoccupe assez peu, alors que c'est une couche technique importante. Et on va pouvoir, de façon relativement transparente, venir appliquer tout ce qu'on pouvait faire avec des modules qui jusqu'ici étaient des produits séparés. On va pouvoir faire de l'ingestion, on va pouvoir faire de la data science avec Data Activator ou le Synapse Data Science. On va pouvoir faire du stockage et de la transformation, du bronze, silver, gold, etc., de façon assez transparente et assez user-friendly. Et puis, bien sûr, on garde les fondamentaux, le Power BI pour délivrer du reporting. Et ce qu'on n'a pas mis dans cette slide-là, mais qu'on aurait pu mettre, c'est qu'on a évidemment le copilot qui vient en chapeau de tout ça et qui va permettre d'essayer de tirer parti de tout ça. Voilà, donc des briques qui existaient plutôt en PaaS, le Product as a Service. Et donc on agrège tout ça dans une vraie plateforme SaaS avec une expérience modulaire et plus homogène. J'en ai fini avec les concepts. Je vous propose qu'on passe à la démo. Et normalement, j'ai un lien là. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la démo? Voilà, donc Fabric, c'est ça. Concrètement, je ne sais pas si vous utilisez les environnements Power BI, etc. On va se sentir très à l'aise si vous ne connaissez pas Fabric, mais vous connaissez l'environnement de Power BI. Tout simplement, si vous vous connectez à Power BI, ici vous avez le logo Power BI, vous cliquez sur le logo Power BI, vous passez en interface Fabric. Pas plus compliqué que ça. Ça va être. Donc voilà. Quand on arrive sur Fabric, ça se présente comme ça. Ce qu'on va regarder en premier, c'est ce premier bandeau là, qui va nous permettre de créer des workspaces, des espaces de travail. On va pouvoir partir d'une page blanche. On va créer un workspace. Alors encore une fois, comme un workspace Power BI si vous connaissez. Donc ça va permettre d'embarquer les droits. Vous allez pouvoir donner des droits différents à vos utilisateurs, droits d'édition, de contribution, de lecture, etc. Et éventuellement, en fonction du niveau de licensing, la licence attribuée à cet espace de travail, en fonction que vous ayez des capacités de premium, des capacités de compute, etc., qui vont déterminer aussi, par exemple, si vous mettez du copilot dessus, vous avez plutôt intérêt à avoir une capacité de compute assez élevée. Et la nouveauté qu'on va avoir finalement par rapport à ce qu'on connaît, c'est que on va avoir les autres briques là. Donc par exemple, si je clique sur Général, finalement c'est des recettes. C'est des recettes pré-paramétrées où on va me dire, je te propose un workflow de base qui va te permettre d'acquérir de la donnée, de la reproduire en miroir
éventuellement de la stocker dans un entrepôt, un lakehouse, ce genre de choses. Puis je vais partir sur 2 usages. Un usage d'analyse et d'entraînement pour faire de la data science, et un autre usage qui va être plutôt pour de la BI traditionnelle, où je vais préparer la donnée, éventuellement l'agréger, la transformer, la visualiser. Voilà, c'est un cas d'usage. Et donc, en dessous, je vais retrouver des blocs dont certaines on connaissait déjà. On va pouvoir copier de la donnée, on va pouvoir la transformer avec le flux Gen 2, qui globalement est un Power Query. On va pouvoir faire du pipeline, faire de l'orchestration. Ben voilà, je veux faire un générateur d'événements qui derrière va générer un chargement dans la lakehouse, etc. Et donc je vais pouvoir utiliser toutes ces briques-là qui vont venir s'intégrer dans mon workflow tel qu'il est structuré. Donc là, c'est le flux qu'ils appellent général. On va en avoir des plus spécifiques, par exemple sur du machine learning, où là, on ne va même pas parler d'ingestion, on va vraiment partir d'un storage. Et puis derrière, on va faire un workflow qui va me permettre de produire du machine learning. On va pouvoir éventuellement, je pense que c'est le lambda où on va avoir... non, c'est pas du tout ce que je pensais. Mais bon, on va avoir d'autres modèles qui vont permettre, par exemple, de faire du temps réel, avec d'écouter des événements, éventuellement d'aller le brancher sur un Kafka, des choses comme ça. Je ne vais pas partir sur un cas d'usage complexe, parce que vous doutez bien que sinon on est là jusqu'à demain. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va juste partir d'un cas vide. Et donc on va appeler ça démo fabrique à Lille. Je vais créer mon workspace. Alors je pourrais lui mettre une image, etc. Je pourrais lui donner des droits. Voilà. Et donc on arrive sur un espace vide. Qui ressemble très très fort à ce qu'on connaissait dans les workspaces. Et là, en fait, je vais retrouver dans ma cuisine mes différents ingrédients qu'on a vus à l'étape d'avant. Donc, j'ai 2 notions en fait ici. J'ai les éléments qui vont être vraiment les briques logicielles de transformation, d'acquisition, etc. Et je vais avoir les tâches qui sont finalement les blocs qu'on a vus avant dans les workflows qui étaient proposés. Donc là, ce que je vous propose, on va faire un cas hyper simple. On va essayer d'aller chercher de la donnée. Tant qu'à faire, si on veut faire quelque chose, c'est mieux d'en avoir un petit peu. Et ensuite, on va... voilà, c'est là. Ensuite, on va ajouter cette donnée qu'on est allé chercher. On va vouloir la stocker. Donc, on va ajouter un magasin. Et ensuite, tout simplement, on va vouloir la visualiser. Je vous rappelle le but au départ, hein, c'était d'aller jusqu'à la livraison d'un Power BI. Entre ces différentes étapes, je vais pouvoir visuellement créer des liens. Alors, juste une précision ici. Ce que j'ai fait là, j'ai utilisé la notion de recette de cuisine, j'aime bien ça. Ça, c'est mon plat. Là, j'ai rien fait. D'accord? Et donc, ça va juste me permettre d'organiser mon travail. Si à un moment, je veux, en sortie de mon magasin, aller faire un process d'entraînement sur mes données pour générer des prévisions sur mon trafic, par exemple, si je gère du trafic, je vais pouvoir l'organiser dans une autre brique. Potentiellement, je pourrais le mettre dans mon bloc de visualisation. Donc ça me sert en fait à m'organiser. Et donc ça répond à une problématique que je trouve qui était assez prégnante avant. C'est que finalement, quand j'avais des data flows, des choses comme ça, il fallait que je parte sur une nouvelle interface pour avoir chaque brique. Fabric, c'est beaucoup ça. C'est la possibilité de faire ce qu'on faisait avant, mais là, de façon très graphique. Donc, comme je le disais, là, pour l'instant, j'ai rien fait. Il faut que je crée des nouveaux éléments. Et donc, je vais venir dans obtenir les données. Je vais venir chercher ce que je peux faire. Par défaut, il me propose des éléments recommandés. On est dans de l'obtention de données. Donc, éventuellement, on va pouvoir aller faire du bloc-notes pour écrire du code en direct. On va pouvoir aller faire du Spark. On va pouvoir créer des pipelines. On ne va pas s'embarquer là-dedans ce matin, mais ça va vous permettre de faire de l'orchestration
et pour approcher d'un data engineering correct. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va faire un flux de données Gen 2. Vous ne connaissez pas la Gen 1. Il veut bien. Yes. Voilà. On va garder le data flow 1. Je vais créer. Finalement, qu'est-ce que c'est un flux de données Gen 2? Sauf qu'on est pas très rapide. Le flux de données Gen 2, finalement, on va retrouver quelque chose qu'on connaît bien quand on a travaillé dans l'environnement Power BI. C'est ni plus ni moins qu'un Power Query qui va être intégré directement dans Fabric. Donc, j'ai bien préparé mon coup et je vais tout simplement aller chercher. Je ne sais plus ce que je voulais aller chercher. Fabric. Voilà, je vous ai fait le cas qui n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Je suis allé me chercher un fichier Excel avec plusieurs onglets de data bien propres qui marchent bien ensemble, juste pour gagner du temps. Si vous connaissez Power Query, vous voyez bien qu'en général, on va aller intégrer nos sources une par une. Voilà. Donc, ça va m'ouvrir mon fichier Excel. Je vais pouvoir aller, par exemple, voir mes commandes. Je vais avoir un premier aperçu basé sur les premières lignes, avec un typage déjà proposé. Donc, on a des dates, on a des chiffres, on a des chaînes de caractères. Ça me va très bien. Je vais le garder comme ça. On va aller voir le détail des commandes également. Donc, même chose, un typage proposé. Et par exemple, on va dans les commandes, je pense qu'on est lié au client. Oui, on est lié au client, donc je vais aller chercher mes clients également. Donc là, je n'ai pas pris de risque, hein. Je sais que ces données, elles marchent. Voilà, donc on a chargé trois tables. On a une première phase de traitement qui nous est proposée ici à droite. Et donc là, on est vraiment dans du Power Query. Donc on va pouvoir, par exemple, faire des transformations. Je fais pour développer ça. Yes. Donc on va pouvoir faire les transformations classiques, hein. Transposer, si vous voulez faire, si vous avez intégré un tableau croisé dynamique pour le transposer, remplacer des valeurs, faire du recherche et remplacer, on va pouvoir filtrer, on va pouvoir agréger, on va pouvoir calculer, rajouter des colonnes calculées, etc. Des opérations de transformation classiques. D'accord? On va essayer d'aller vite, parce qu'on a faim. Voilà. Donc, je lance, je publie mon data flow. Je vois qu'il a commencé à tourner. Il est en train de travailler, donc il est en train de récupérer, de lire mes fichiers et de charger la donnée. Pour l'instant, il charge la donnée nulle part. J'ai rien mis dans mon magasin. Donc, si je vais voir dedans, je vais voir la donnée que j'ai chargée. Aujourd'hui, elle n'a pas de destination. La prochaine étape, ça va être de dire, OK, j'avais prévu du stockage. Qu'est-ce que j'ai dans mon magasin? Encore une fois, il va me proposer les éléments recommandés. En fait, je pourrais ici lui dire non, en fait, je veux tous les éléments. Et donc là, je vais retrouver mes pipelines, mes expériences, mes blocs de data science, etc. Mais je vais rester sur les éléments recommandés. Donc, différents types de stockage. On va avoir le lakehouse, c'est celui-là qu'on va utiliser. Une brique de stockage qui va permettre d'embarquer des transformations, du nettoyage, etc. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on veut. On va vouloir se connecter dessus pour gérer du Power BI. On pourrait créer un entrepôt, un échantillon d'entrepôt. On pourrait être juste sur une base SQL. Voilà, du event house si on veut faire du temps réel. Aujourd'hui, on va prendre la base, le lakehouse. On va l'appeler l'île lakehouse, par exemple. On va mettre les camps. Voilà, je vais aller le créer. Un lakehouse, qu'est-ce que c'est finalement? Ça va venir
stocker des fichiers, des tables. Pour l'instant, il est vide. Et on va voir, quand on va retourner sur notre espace de travail, qu'en fait, quand il m'a créé mon lakehouse, il m'a créé 3 éléments. Donc, le lakehouse de base, un modèle sémantique ici. C'est là-dessus que je vais aller brancher mon Power BI et faire de l'analyse. Donc, il me propose directement la structure de données qui va me permettre de rajouter une couche sémantique, des liens entre mes tables, etc. Et un point de terminaison SQL qui va me permettre d'aller explorer ma donnée, la requêter en SQL, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de données dedans. Attendez, il y a un petit truc qui a... Il n'y a pas de données dedans, car il ne m'a pas bien attribué les trucs. Car finalement, dans mon dataflow que j'ai fait à la première étape, je ne lui ai pas dit qu'il fallait qu'il mette les données dans le lakehouse. Alors, je m'attendais un peu à ça. Quand on crée des nouveaux éléments, on est sur une toute petite offre ici. Donc, je pense que les VM qu'on utilise ont nettement moins de capacité que mon ordinateur. Traitement. On va pas perdre trop de temps. On va prendre la solution de repli. Donc, j'avais prévu le Lilia et Datatour. Ah oui, ah bah, il s'est ouvert entre deux. Voilà, donc tout simplement ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, voilà, dans mon flux de données, je vais ajouter une destination. Ma destination, ce sera un lakehouse. Et donc, on est en ce moment en train de travailler l'espace démo Fabric Lille, et je vais aller chercher mon Lille Lakehouse. Voilà. Il me propose le choix. Je pourrais dire, les clients, je les mets dans le lakehouse, par contre, le détail des commandes, je les mets dans un autre, etc. Là, encore une fois, on va rester très simple. Donc, je vais tout lier, on va tout mettre dedans. Voilà. Si je retourne sur mon... Si je retourne sur mon espace de travail, j'actualise les données de mon flux de données. Maintenant, c'est lié. Normalement, il est en train d'alimenter mon lakehouse. Voilà, il est en train de tourner. Et c'est là que j'ai un petit doute sur la performance de mon architecture. Je vais aller voir le point de terminaison SQL. Et s'il n'arrive pas... Bon, il est en train de charger les métadonnées. Donc finalement, on voit, ça y est, on a commencé à avoir une structure. Donc, ça se présente exactement comme dans une base de données. Hein. J'ai mon schéma propriétaire là, DBO avec mes tables et elles ne sont pas encore dedans. C'est là que je vous propose, ça va mettre un moment avant qu'il indexe les choses, etc. Je ne vais pas vous faire attendre. Et donc, on va basculer sur ce que j'ai fait hier pour prévoir le coup. Et donc, c'est exactement la même chose. Hein. C'est les mêmes données. Et donc, si je vais voir dans mes tables, je vais bien retrouver mes clients, mes commandes, et voilà, avec un aperçu des données, etc. Voilà. Donc là, je me retrouve comme dans un système de base de données classique. Je vais pouvoir aller requêter mes données en SQL. Éventuellement, je vais pouvoir faire du serve, du delete, etc. Je vais pouvoir faire de l'exploration. Et on a dit qu'un lakehouse, ça servait notamment à alimenter un modèle sémantique. Donc là, je l'avais fait. J'ai défini mes relations. Donc là encore, si vous connaissez Power BI, ça vous parle, la cardinalité des relations, etc. Donc là, je l'ai fait avec 3 tables. Dans la vraie vie, en général, on en a un peu plus, mais on va pouvoir préparer notre modèle de données ici et pouvoir le fournir tel quel. Pourquoi c'est intéressant de le faire à ce niveau-là? C'est que finalement, ce que je vais délivrer, c'est
un modèle sémantique. Je ne rentre pas dans tous les détails de la présentation de Christophe avant, mais je vais pouvoir éventuellement définir des mesures, etc. Et mettre un peu de sens autour de tout ça. Et donc, si je délivre un modèle sémantique, finalement, à mes utilisateurs finaux, ça veut dire que je peux leur livrer des mesures, des choses comme ça. Et donc, pour faire le Power BI, il n'y a plus que l'interface à faire. Donc, je peux séparer, finalement, la structuration et la visualisation, l'analyse. D'accord ? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Et donc, on disait, là, j'étais sur le point de terminaison SQL, qui me permet de naviguer dans ma donnée. Je vais pouvoir aller sur mon modèle sémantique. Et par exemple, dans un premier temps, je vais vouloir explorer mes données pour faire une espèce de pré-analyse, de pré-BI. Donc, par exemple, je pourrais me dire, je vais mettre un pays. Je vais rajouter un pays, le pays des clients à ma matrice. Et je vais me dire, OK, dans le détail des commandes, je dois avoir un montant. Voilà, je vais avoir mon montant par pays. Voilà, j'ai mon montant par pays. Je vais pouvoir générer des graphiques. Éventuellement, si je le préfère en vertical, voilà, je vais pouvoir le faire comme ça. Je vais pouvoir également éventuellement ajouter un filtre, en disant je veux tous les pays, mais et je veux exclure, je ne sais pas, certaines. Je vais exclure certains pays. Donc, voilà, je vais dire je veux tout sauf l'Allemagne. D'accord, c'est mon plus gros client, l'Allemagne, j'enlève l'Allemagne. Donc, ça me permet de faire des analyses. Là, par exemple, pour exclure une valeur, normalement, dans Power BI, il faut connaître les filtres, ou alors éventuellement, il faut le faire en DAX. Ça peut permettre à un utilisateur final, en quelques clics, de faire son analyse. Je suis assez satisfait de comment j'ai commencé, mais je veux aller plus loin. Je vais pouvoir partir directement de cette exploration pour l'enregistrer en tant que rapport. Et donc là, on va basculer dans un Power BI classique. Je vais l'appeler rapport 1, parce que je suis très inspiré. Et voilà, là, on arrive en bout de chaîne. Ça y est, on a un rapport Power BI. On va pouvoir le télécharger en PBX, faire tout ce qu'on fait d'habitude dans la data visualisation. Et éventuellement, on peut également le manipuler ici. Donc voilà, si je veux faire une autre analyse et par exemple me dire je veux connaître la marge par client, par exemple. Hop, je vais aller chercher mon client. Je dois avoir un nom de client. Ça a l'air bien. Et je sais que j'ai ma marge ici. Voilà. Donc je vais me faire un graphique absolument illisible, qui est quand même intéressant, qui me dit que Grunewald est mon client qui génère le plus de marge. Derrière, forcément, je peux créer. Bon, on est dans le Power BI classique, je vais créer des nouvelles feuilles, etc. Si je veux aller plus loin et que je suis aguerri, je vais aller faire du DAX là-dedans. Et là, après, on est dans de la BI classique. Juste pour boucler un peu avec ce qu'on a fait précédemment, directement dans cette interface Power BI en ligne, je vais pouvoir retourner faire de l'exploration pour retrouver mes petits filtres, etc., qui permettent d'interroger la donnée de façon un petit peu rapide. Et pour boucler avec le deuxième thème de la journée, pouvoir cliquer sur mon copilote et lui poser des questions. Donc, par exemple, quel est le client qui génère le plus de marge? Je vais essayer de taper correctement. Grunewald, c'est ce qu'on avait dans le précédent. On avait Grunewald avec 41,21 K. Ça, voilà.
Donc ça, encore une fois, on boucle avec ce qu'il y avait avant, c'est grâce au modèle sémantique. Je vous conseille de le faire en anglais, en fait. Ce sera plus fiable. Et donc là, en quelques clics, finalement, si je reviens sur mon workspace, voilà, enregistré. Si je reviens sur mon workspace, donc j'ai fait un flux d'acquisition, un magasin, une visualisation. Si j'ai envie d'utiliser mon magasin autrement, je vais me créer une autre brique. Tous ces outils-là, si vous avez évolué dans le monde de Microsoft ces dernières années, en fait, vous les avez sûrement déjà utilisés. Ce qui est nouveau, c'est vraiment cette présentation-là, qui est vraiment ultra user-friendly et vraiment très packagée. Je n'ai pas écrit une seule ligne de code depuis tout à l'heure. Bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a plein de choses à voir derrière. Là, en 20 minutes, on ne peut pas. Voilà, si je veux ordonnancer un petit peu mes chargements, c'est comme, voilà, je vais avoir sur l'actualité, pouvoir dire, je veux 2 fois par jour à telle heure et à telle heure, etc. Dans les pipelines, on va pouvoir trouver du workflow plus costaud avec la gestion d'événements, etc. Donc on peut aller assez loin. Vous avez vu le nombre de trucs qu'il y avait de dispo. Donc c'est vraiment ce package unifié qui fait qu'il y a des fonctionnalités qui deviennent très très accessibles à des utilisateurs non techniques en quelques clics. Je crois que j'ai fini cette présentation, en tout cas pour la démo. Donc juste en conclusion, le but c'est vraiment d'unifier et de simplifier la gestion de données, faciliter l'accès aux différentes briques, depuis l'ingestion jusqu'à la visualisation, voire le machine learning. Tout ça en no-code et low-code pour la promesse du décisionnaire, favoriser, prendre des décisions rapidement. Et effectivement, je pense que ce genre d'unification peut encourager fortement l'adoption par les métiers, parce que comme vous l'avez vu, c'est quand même très rapide et très facile. Et toujours, c'est pareil pour l'IA, Microsoft avec Copilot est plutôt bien positionné. C'était un peu trop long.